que nous allons vous proposer au travers de ce webinaire, c'est de passer en revue la mise en œuvre des réformes budgétaires. Et parlant de la réforme budgétaire, on va principalement s'intéresser à l'application du décret GBCP. Et ce que nous vous proposons comme plan de ce webinaire, c'est en premier lieu de retracer un petit peu la réglementation en vigueur. Nous irons ensuite vous présenter à l'horizon 2014 et 2016 les éléments qui nous semblent les plus saillants dans l'application de ce décret GBCP. Et puis nous verrons de manière complémentaire les impacts, au-delà des aspects fonctionnels et métiers, les impacts qui peuvent naître de la mise en place de l'application du GBCP sur le SI. Et puis nous vous proposerons, après cette présentation, de pouvoir échanger avec vous, de recueillir vos préoccupations, vos attentes, et éventuellement de pouvoir échanger avec vous sur les points particuliers auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui. Donc pour rentrer plus en avant dans le vif du sujet, concernant la réglementation en vigueur, Guilhem, est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le panorama de cette réglementation? Tout à fait, Philippe. Eh bien, le panorama en la matière est aujourd'hui assez clair, puisqu'on a un socle réglementaire qui a été consolidé avec le décret GBCP du 7 novembre 2012, qui vient donc rénover cet ancien décret relatif à la comptabilité publique de 1962 et qui apporte, ou en tout cas confirme, pour les établissements publics et pour les opérateurs de l'État, un certain nombre de transformations, dont une majeure qui est la mise en œuvre d'une comptabilité budgétaire en AECP, c'est-à-dire en autorisation d'engagement et en crédit de paiement pour l'ensemble des établissements publics, enfin pour une grande part des établissements publics de l'État, à l'instar de ce qui se faisait déjà depuis la LOLF pour les administrations d'État, qu'elles soient centrales ou déconcentrées. Donc aujourd'hui, on a un décret qui fixe des grands principes en matière d'organisation de la fonction financière, en matière de niveau et grandes règles de comptabilité publique et générale pour les établissements publics, et qui vient s'articuler avec un document plus classique que l'on connaît bien quand on est opérateur de l'État ou établissement public, qui est la circulaire, alors budgétaire et comptable aujourd'hui, circulaire annuelle, qui est la circulaire de fin juillet, début août, et qui vient chaque année préciser les avancées réglementaires sur les sujets budgétaires et comptables, qui vient adapter, faire évoluer les supports, et notamment tous les états budgétaires, que ce soit les états de prévision, budget primitif, budget rectificatif, mais aussi progressivement les états de restitution. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a un cadre qui est assez clair, qui se base sur ce décret GBCP, notamment sur son fameux titre 3, et puis cette circulaire annuelle qui est la transposition opérationnelle pour les opérateurs et les établissements publics, la marche à suivre en matière de présentation des documents budgétaires et comptables. Alors, Guilhem, tu peux peut-être aussi nous éclairer sur ce que va advenir cette instruction M9 par rapport à cette nouvelle réglementation? Bien, on aimerait bien le savoir, pour être clair. C'est-à-dire que, effectivement, aujourd'hui, on a une interrogation sur l'utilité, la pérennité de cette instruction budgétaire et comptable M9, qui aujourd'hui apparaît eh bien, passablement datée. Hein, les modèles budgétaires présentés sont tout à fait obsolètes. Un certain nombre de traitements comptables qui étaient prévus par cette instruction M9 ont été révisés. Je pense par exemple à un sujet sur lequel on reviendra peut-être, qui est le traitement des subventions d'investissement en provenance de l'État et des collectivités publiques dans les comptes des opérateurs. On a aujourd'hui une M9 dont une large partie des dispositions sont datées. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la M9, finalement, ne fonctionne plus ou n'a plus d'utilité que pour boucher les trous, entre guillemets, de ce qui n'est pas réglementé ou de ce qui n'est pas réglé spécifiquement par la circulaire dans ses aspects budgétaires et comptables. Alors, il semble qu'au regard de cette circulaire du 5 août, il y a des choses qui sont attendues avec une temporalité différente. Certaines
en 2014, pardon, d'autres en 2016. Et par rapport aux attentes sur 2014, il semble que des éléments liés à la gestion des effectifs et de la masse salariale occupent une place vraiment importante. Oui, alors, de manière générale, cette circulaire d'août 2013 relative au budget 2014 ne marque pas une évolution aussi forte que celle qu'avait marquée la circulaire de 2012 pour les budgets 2013, qui avait anticipé le passage à GBCP, qui avait mis sur la table le passage aux AECP. Là, on est sur une circulaire sur laquelle, de manière générale, les modifications pour 2014 sont assez marginales comparativement à ce que l'on a connu l'année précédente. Mais il n'en reste pas moins que parmi les principales évolutions de cette circulaire relative au budget 2014, il y a effectivement des choses très importantes sur la question des emplois et des crédits personnels, puisque tout d'abord, ce que confirme cette circulaire, c'est que l'ensemble des états budgétaires, comptables, qui sont produits sur le niveau des effectifs, doivent présenter les effectifs à la fois en ETP, ce qui est classique, équivalent temps plein, qui correspond d'ailleurs à l'unité de décompte qui est notifiée quand le ou les ministères de tutelle notifient les plafonds d'emploi aux opérateurs, mais également, et ça c'est la nouveauté de 2014, en ETPT, c'est-à-dire en équivalent temps plein travaillé, autrement dit, ce qui correspond à la réelle ressource de personnel consommée, excusez-moi de l'expression, par l'établissement au cours d'un exercice, hein, et ce, je dirais, quelle que soit l'unité de gestion qu'utilise initialement l'opérateur ou l'établissement public, il est aujourd'hui tenu de présenter ses effectifs en ETP et en ETPT. Auparavant, ça n'était que une présentation pour information. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Et puis, évidemment, de suivre l'exécution de ces plafonds d'emploi sur ces deux unités de décompte. Deuxième point, alors qui ne concerne pas tous les établissements publics, qui concerne simplement les établissements publics employant des personnels civils qui relèvent de la fonction publique d'État, qui finalement est une conséquence indirecte de ce que d'une réglementation qui s'impose à l'État. Dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques pour 2012-2017, il a été décidé, acté par le Parlement, que la dépense de l'État était stabilisée en valeur sur la période. Simplement, évidemment, cette dépense de l'État, elle est stabilisée en valeur, hors deux éléments, la charge de la dette et l'évolution des pensions civiles. Donc, par contre-coup, ce que l'on demande aux opérateurs et aux établissements publics, c'est de faire apparaître dans leurs documents budgétaires, dès le budget primitif et dans leurs documents comptables, dans le compte financier, l'impact, le chiffrage de ces contributions de l'opérateur au compte d'affectation spéciale, le CAS, pension. Et donc effectivement, il y a un fléchage budgétaire, un fléchage comptable spécifique qui permet à l'État d'avoir une visibilité sur le niveau de cotisation de l'opérateur à ce fameux compte d'affectation spéciale. Et puis, troisième mesure importante, en tout cas qui vient, je dirais, confirmer, graver dans le marbre un texte des éléments qui avaient été apportés notamment par une circulaire de mai 2011, qui est que les fameux DPGECP. Alors, les DPGECP, Philippe, ce sont les documents prévisionnels de gestion des emplois et des crédits personnels qui avait été institué par une circulaire de mai 2011, assez peu suivie, il faut le reconnaître, par les opérateurs de l'État, et qui visait à avoir une visibilité plus fine, à la fois en infra-annuel sur l'évolution de la consommation des plafonds d'emploi et sur l'évolution de la consommation de l'enveloppe de charges de personnel, et puis également avoir une vision beaucoup plus analytique des facteurs qui font progresser d'une année sur l'autre la masse salariale en distinguant, si je simplifie les choses de manière importante, en distinguant ce qui relève de facteurs d'évolution
qui s'imposent à l'établissement ou de facteurs d'évolution qui seraient décidés par l'établissement, des choix de promotion, des choix de primes internes, et puis également qui permettent d'identifier des facteurs qui seraient des facteurs reconductibles, autrement dit qui vont s'agréger dans le socle de masse salariale et qui constitueront la base de la masse salariale de l'année suivante, de facteurs non reconductibles, c'est-à-dire des mesures qui n'impactent que sur un exercice budgétaire la masse salariale de l'établissement. Alors, c'est des PGECP qui sont, reconnaissons-le, très compliqués à établir pour un certain nombre d'établissements, et notamment des établissements qui compteraient peut-être peu d'agents, des établissements de taille assez réduite. Eh bien, c'est des PGECP qui s'adressaient aux opérateurs, dorénavant s'adressent à l'ensemble des organismes soumis au titre 3 de GBCP, qu'ils aient ou non, qu'ils soient reconnus ou non, comme opérateurs par la loi de finances de l'année. Donc voilà un petit peu ce que sont les trois principales avancées. On comprend bien, Guilhem, toute l'importance de la gestion des emplois et des effectifs. Derrière cela, qu'est-ce qu'il faut avoir à l'esprit? L'objectif, c'est un meilleur contrôle, c'est de permettre aux établissements publics de mieux piloter leur masse salariale. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Alors, soyons clairs, je pense que l'esprit de la direction du budget et marginalement de la direction générale des finances publiques, c'est effectivement de permettre un meilleur contrôle des plafonds d'emploi, des plafonds de masse salariale, des opérateurs et des établissements publics. Effectivement, la production d'une information plus riche, infra-annualisée, la mise en place d'un suivi en équivalent temps plein travaillé permet un contrôle plus fin, plus rigoureux des facteurs d'évolution de ces dépenses qui sont quand même les principales dépenses budgétaires d'un grand nombre d'établissements. Mais également, il faut y voir quand même l'occasion pour un établissement, là aussi, de faire progresser son propre pilotage interne, sa propre maîtrise de ses équilibres relatifs à l'évolution des crédits personnels. C'est l'occasion de réfléchir sur les facteurs qui sont des facteurs qui vont faire mécaniquement progresser la masse salariale, d'identifier d'éventuelles zones sur lesquelles les opérateurs disposeraient de leviers pour limiter cette progression mécanique et inéluctable des dépenses de personnel. Un autre élément important associé à ce décret GBCP concerne la soutenabilité budgétaire. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, peut-être moins fort que les points précédents, mais enfin, ce que vient rappeler la circulaire de 2013 et sur lequel elle insiste beaucoup, et je crois qu'il y a aujourd'hui beaucoup de ministères de tutelle qui commencent à bien intégrer ce sujet-là, c'est la question de la dimension pluriannuelle des budgets. C'est vrai qu'on a aujourd'hui des états budgétaires qui sont des états essentiellement annuels, hormis un tableau des opérations pluriannuelles, mais qui concerne pour l'essentiel des opérations d'investissement. On s'est jusqu'à aujourd'hui assez marginalement intéressé à la programmation pluriannuelle sur l'ensemble des dimensions budgétaires, aussi bien en fonctionnement qu'en intervention qu'en investissement. Et donc ce que vient préciser, j'ai presque envie de dire, il y a une forme d'injonction à travers la circulaire sur ce point, c'est à la fois la possibilité pour un ministère de tutelle de faire de la notification prévisionnelle pluriannuelle, c'est-à-dire de s'appuyer sur la visibilité qu'ont les ministères à travers le budget triennal de l'État en termes d'évolution des crédits pour pré-notifier à chaque établissement les subventions pour charges de services publics sur une période de 3 ans. Alors évidemment avec une première année qui est une année ferme en notification et puis 2 années qui sont des années prévisionnelles. Et puis également, deuxième point, au-delà de la notification par les ministères de tutelle des enveloppes de crédit allouées, une injonction forte qui est faite aux établissements de présenter des budgets pluriannuels dans les dimensions fonctionnement et investissement. Ça veut dire quoi comme impact pour les établissements?
Pour les établissements, l'impact principal va être qu'ils vont être de plus en plus exposés à des demandes de la tutelle de présenter, au-delà des documents budgétaires classiques présentés en conseil d'administration sur les BP et les budgets rectificatifs, eh bien une vraie prospective budgétaire. Et cette prospective budgétaire, ce qu'il faut avoir en tête également, c'est qu'elle va être, en termes de périodicité, très largement calée sur le budget triennal de l'État, hein, puisque, voilà, pour votre information, aujourd'hui, l'État présente et vote un budget à 3 ans avec un caractère plus ou moins contraignant du vote, c'est-à-dire que la première année est une année ferme avec des enveloppes qui sont déterminées au niveau le plus fin, et puis les années 2 et les années 3 ont un niveau de contrainte budgétaire moins importante, mais ce qui est important, c'est que la norme globale d'évolution de la dépense est déjà encadrée sur une période triennale. Et donc, il y a une vraie volonté là de l'État, bien finalement de rapprocher la temporalité budgétaire des établissements publics de celle de l'État et donc de ce fameux budget triennal. Je crois qu'un autre élément lié à la soutenabilité, sur les éléments court terme, concerne tout ce qui est la gestion de la trésorerie. Oui, alors ça c'est la vision micro, c'est que il n'y a pas de grande nouveauté, si ce n'est que là encore il y a un vrai rappel au sein de la circulaire de l'importance d'utiliser un document qui existe depuis un nombre d'années important aujourd'hui, qui est le plan prévisionnel de trésorerie, hein, qui est un des tableaux du document budgétaire, là aussi de manière générale assez peu produit par les établissements publics, hein, sauf quelques-uns d'entre eux. La circulaire rappelle l'importance de produire ces plans de trésorerie, parce qu'il permet d'apprécier la soutenabilité en termes de liquidité de la programmation budgétaire. C'est, j'ai envie de dire, d'autant plus important de produire ces plans de trésorerie que l'on s'approche d'une gestion en AECP sur laquelle la vision sera beaucoup plus une vision de trésor, une vision de caisse pour être clair, qu'une vision financière comme elle l'est aujourd'hui. Hein. Voilà, l'idée c'est que ça permette aussi bien à un ministère de tutelle, mais aussi évidemment aux gestionnaires, parce que c'est un document qui est utile également en gestion dès lors qu'il est suivi au cours de l'exercice, de s'assurer de ressources de trésorerie qui sont satisfaisantes. C'est aussi un outil qui sert à caler, qui pourrait, mettre un conditionnel, servir à caler le rythme de versement des subventions et des financements publics de manière générale. Donc 2 éléments importants là que tu nous as détaillés. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut retenir? Alors, deux petits points peut-être à retenir pour finir sur cette circulaire d'août 2013. D'abord, le fait qu'on a mis en place, à travers cette circulaire, un document de suivi normé sur les fameux SPSI sur lesquels les établissements avaient été très mobilisés sur ces 5 dernières années, c'est-à-dire les schémas prospectifs de stratégie immobilière. La circulaire l'a dit, maintenant il faut passer à une phase de suivi de la mise en œuvre de ces schémas. Il faut que le conseil d'administration, la tutelle de l'établissement connaissent de la réalité de ce qui a été mis en œuvre par l'établissement. Donc il y a un document normé. Et puis, deuxième point, mais là aussi j'ai envie de dire assez classiquement, la poursuite de la démarche d'amélioration de la qualité comptable. Alors, on n'élargit pas, c'est pas encore prévu aujourd'hui d'élargir le périmètre de certification des comptes à un plus grand nombre d'établissements publics ou d'opérateurs de l'État, mais il y a malgré tout un suivi de plus en plus rigoureux de la part de la DGFiP, un accompagnement également avec des offres de services. Je vous invite à lire les éléments de la circulaire sur ces éléments-là si vous voulez en savoir plus, qui permet à un opérateur de réellement s'engager dans ces démarches de qualité comptable. Je précise également, pour travailler avec pas mal de ministères de tutelle, qu'aujourd'hui, au sein des directions ou des cellules en charge du déploiement du contrôle interne ministériel, on s'intéresse de plus en plus à ce qu'on appelle les vagues opérateurs, c'est-à-dire au déploiement de ce contrôle interne, non plus seulement au niveau des services centraux et déconcentrés, mais également au niveau des services à compétence nationale, des établissements publics qui sont sous tutelle des ministères. Je pense par exemple au ministère de la Culture, pour lequel c'est un gros sujet d'actualité. Alors, n'oublions pas que le délai de la mise en place des décrets GBCP, c'est 2016, et
Un élément extrêmement important dans cette mise en œuvre est lié à la gestion en AECP et avec un certain nombre d'impacts sur le fonctionnement des établissements publics. Et je crois que notamment le premier d'entrée va concerner tout le processus de budgétisation. Oui, tu as raison, parce que passer à la gestion en AECP pour les opérateurs, on l'a dit, c'est rajouter une comptabilité budgétaire, changer plutôt de référentiel de comptabilité budgétaire, avec une comptabilité budgétaire qui va effectivement aujourd'hui s'intéresser à deux événements, que sont l'engagement juridique et que sont la dépense au sens décaissement. Bien. Ce qui fait qu'effectivement, l'un des impacts très directs de ce passage et de la mise en œuvre d'une comptabilité en AECP, c'est qu'au moment de la programmation des crédits, on va plus s'intéresser simplement à une programmation de services faits, si je simplifie un peu ce qui était le cas aujourd'hui, mais on va s'intéresser à une double programmation. Chaque service disposant d'enveloppe budgétaire doit être en mesure d'anticiper demain ce que seront ses besoins en matière d'engagement juridique et ce que seront ses besoins en matière de dépenses, c'est-à-dire de crédit de paiement. Ça peut être extrêmement distinct dès lors que l'on parle de services en charge de l'investissement, de la logistique, d'une maintenance pluriannuelle, qui gère des crédits d'intervention. Donc effectivement, ça risque dans un premier temps, de compliquer un tout petit peu cet exercice budgétaire, puisque pour pouvoir programmer correctement, il va falloir que l'on ait une visibilité peut-être plus fine que celle que l'on a aujourd'hui, en termes de mise en place d'échéanciers prévisionnels, et puis d'échéanciers suivis en gestion, qui prennent en compte à la fois les calendriers techniques des opérations, ou les calendriers contractuels d'un certain nombre d'opérations, et les retraduire correctement dans les budgets des opérateurs. Donc ça risque, quand on dit plus participatif également, c'est que demain, en 2016, quand réellement on budgétera en AECP, eh bien, l'exercice de budgétisation ne sera plus un simple exercice de direction financière. La direction financière va devoir organiser un dialogue de gestion beaucoup plus approfondi auprès de ses services prescripteurs ou de ses services dépensiers pour connaître précisément ces fameux échéanciers d'AE et ces fameux échéanciers de crédit de paiement. Donc voilà sur le premier point. De manière complémentaire, je crois qu'il y a aussi une volonté d'assurer ce qu'on appelle le fléchage des ressources, hein, d'avoir une meilleure traçabilité, un meilleur suivi à la fois des ressources et des emplois. Alors, sur l'aspect ressources, effectivement, là aussi, la présentation des nouveaux états budgétaires en AECP, l'insistance de la circulaire sur ces points-là montre qu'il y a une réelle volonté quand même des ministères financeurs ou des collectivités qui financent les établissements publics de s'assurer d'un contrôle plus approfondi sur l'utilisation des ressources qui font l'objet d'un fléchage en termes d'utilisation. Je pense notamment à deux types d'éléments, à la fois les ressources qui sont allouées à de l'investissement. Récemment, on a déjà vu que les subventions d'investissement de l'État faisaient l'objet dans les comptes des opérateurs et des établissements publics d'un traitement budgétaire et comptable différencié des subventions d'investissement des collectivités territoriales, avec ce que l'on a appelé les dotations en fonds propres. Hein. L'État capitalise ces établissements avec ces subventions d'investissement dès lors qu'elles sont fléchées. Et puis également sur les crédits d'intervention qui sont gérés par les opérateurs, que ce soit des dispositifs qui soient gérés pour compte de tiers ou des dispositifs qui soient gérés pour compte propre. Il y a une volonté de mieux lire budgétairement et comptablement le niveau de consommation de ces ressources et donc d'en mesurer également l'impact sur le résultat budgétaire, c'est-à-dire l'impact qu'ont ces ressources fléchées sur le niveau de trésorerie, sachant que, étant face à des ressources fléchées, cet impact en trésorerie est un impact conjoncturel, hein, puisque la ressource fléchée n'a pas vocation à créer de richesse pour l'établissement. Donc ce qui nous permet également de dire que de manière générale, il y a une volonté de mettre en évidence l'impact du budget, non plus sur la situation financière de l'organisme, mais bien sur sa situation de trésorerie. Le fait de passer à une comptabilité budgétaire qui sera demain une comptabilité de caisse va permettre d'avoir une visibilité beaucoup plus directe sur la situation de trésor. Autrement dit, on risque,
plutôt on espère peut-être que ça permettra aussi de sortir de ces éternels débats que connaissent les établissements publics avec leur ministère de tutelle autour du niveau du fonds de roulement, puisqu'aujourd'hui l'impact budgétaire se mesure essentiellement sur le fonds de roulement net global de l'organisme, avec ces éternelles questions de savoir s'il faut laisser 30, 60, 90 jours de fonds de roulement aux établissements. Demain, avec la compta en AECP, on aura vraiment une vision sur la situation de liquidité courante de l'organisme. Ça veut dire aussi qu'avec les AECP, on va vers un enrichissement du système d'information, c'est-à-dire les gestionnaires vont disposer de davantage d'informations et de capacités de pilotage peut-être. Certainement, dès lors qu'ils arriveront effectivement à organiser la production de cette information financière, je pense que tu y reviendras largement. L'une des conséquences pour les gestionnaires, c'est la disposition d'une information qui va être plus riche qu'elle ne l'était précédemment. On le verra notamment sur tous les travaux de clôture, les travaux de fin d'exercice, avec des arrêtés de la comptabilité générale, des arrêtés de la comptabilité budgétaire, qui permettront de savoir très précisément où on en est, enveloppe de crédit par enveloppe de crédit, en termes d'engagement, en termes de services faits, en termes de paiement, donc en termes de dettes restant à payer également pour l'établissement, et par là même, avec cette connaissance très fine de reste à payer, de charges à payer, il y aura vraiment des concepts nouveaux qui vont, je pense au reste à payer notamment, qui vont être mis en place, eh bien ça permettra également de fiabiliser et de faciliter la programmation des crédits pour les années suivantes, notamment à travers une révision profonde des reports de crédits budgétaires et de la justification de ces reports de crédits budgétaires. Là aussi, on risque d'aller vers quelque chose de beaucoup moins mécanique que ça l'était historiquement pour les établissements publics. Je vous rappelle, je peux reporter jusqu'à 10% des crédits ouverts non consommés en fonctionnement hors charge de personnel d'un exercice sur l'autre. Bien demain, on va être dans une logique de justification des reports de crédit par rapport aux engagements prévisionnels, aux engagements effectivement pris, etc. Donc oui, une meilleure information et un pilotage budgétaire plus fin pour les gestionnaires d'établissements publics. Donc voilà un tout petit peu ce que l'on peut en dire, et je pense maintenant que ça fait effectivement, tu l'as annoncé un tout petit peu, une bonne transition par rapport à la problématique qui va être la problématique de la production de cette information financière. Autrement dit, Philippe, peut-être en termes de conduite du changement par rapport à ces échéances de 2014, de 2016, peux-tu nous rappeler un petit peu la marche à suivre, les questions de délai? Oui. Je pense qu'il y a quelques éléments qu'il faut bien avoir en tête par rapport à la mise en œuvre, ou on va dire la transcription, l'outillage de ces mesures associées au GBCP, et bien avoir en tête la contrainte. Et la contrainte, c'est le 1er janvier 2016. C'est demain, c'est presque aujourd'hui. Et ça, il faut bien l'avoir en tête pour s'assurer de la capacité de pouvoir mettre en œuvre ce décret. La deuxième chose, c'est qu'il n'existe pas d'établissement pour lesquels, vraisemblablement, il n'y aura pas d'impact sur les systèmes d'information, et donc il y aura des impacts sur sa capacité à pouvoir produire l'ensemble des informations ou l'ensemble des analyses qui sont attendues au travers de ce décret GBCP. Alors, qu'est-ce que ça peut impliquer au niveau de l'établissement? Il y a plusieurs éléments qui vont être impactés. Le premier, c'est le processus de gestion, c'est-à-dire la manière dont on va réaliser les choses, dont on va produire, dont on va enregistrer les informations, dont on va les valider, dont on va les stocker. Et ça, forcément, selon le mode d'organisation, un établissement public qui passe en service facturier va forcément avoir des modifications dans ses processus de gestion. Mais les processus de gestion sont forcément reliés à des tâches et donc à des rôles et des responsabilités. Ça veut dire qu'en termes d'organisation, il y a un volet organisationnel qui
qui est très important, qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas considérer comme étant quelque chose de résultant, mais qui doit accompagner la mise en place du GBCP. Et puis, le processus et l'organisation vont se traduire, vont prendre, je dirais, leur existence dans une solution budgétaire et comptable, et la mise en place des décrets GBCP va forcément avoir des impacts sur le fonctionnement de ce système. Et on le présentera un petit peu après sur la manière d'appréhender, sur le niveau, la profondeur, la granularité des impacts. Et il ne faut pas oublier une chose essentielle qui est souvent liée à nos systèmes de gestion aujourd'hui, c'est que on peut avoir la faculté de capter, d'engranger, de stocker de l'information dans le système, mais il faut aussi qu'on s'organise pour avoir la capacité de restituer cette information. Et cette restitution, elle doit avoir deux principaux objectifs. Le premier objectif en interne, c'est la capacité de pilotage pour les gens qui gèrent l'établissement public. Et la deuxième finalité, c'est de reporter vis-à-vis de la tutelle pour lui donner de la visibilité sur l'avancement d'un plan de réduction de coûts, sur un ensemble d'indicateurs pour lesquels cet établissement doit reporter. Oui, alors on l'a compris, du coup, Philippe, cette question du passage à la gestion en ESCP, c'est pas qu'une question d'outils informatiques, il y a aussi des impacts fonctionnels organisationnels. Est-ce que, du coup, tu peux nous expliciter un peu ce que seraient les grandes étapes à suivre pour se mettre en ordre de marche d'ici à 2016? Alors, quel serait le plan d'action? Il y a deux, on va dire, il y a deux grandes étapes qu'on a nommées la préparation du changement et la conduite du changement. La préparation du changement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, avoir une bonne compréhension, une bonne lecture de ce que c'est que le décret GBCP. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Je pense que aujourd'hui, les organismes tutelles ou l'État est en train vraiment de bien repréciser ses attentes associées à ce décret GBCP. Et donc c'est important d'avoir une vision de ce qu'on appelle les exigences, quels sont les besoins qui sont associés au décret GBCP, pour avoir la capacité, au travers d'une analyse de la situation existante, de mesurer les impacts que vont avoir la mise en œuvre de ces nouvelles mesures du GBCP. Et la mesure de l'impact et, je dirais, la profondeur des actions qui peuvent être à mettre en œuvre pour permettre la mise en place et l'implémentation des décrets, on va s'assurer au travers d'une procédure de conduite de changement, et la conduite du changement doit être initiée très très en amont par rapport à ce type de projet, et elle va concerner à la fois les aspects métiers, c'est-à-dire la compréhension des besoins, à la fois les aspects de formation, les aspects de pilotage, c'est-à-dire de suivi de mise en œuvre du projet, et puis s'assurer que la traduction ou la manière dont le système d'information va répondre à ces besoins correspond effectivement à la finalité. Donc deux actions, on va dire très court terme, puisque à l'horizon 2016, c'est effectivement la préparation, c'est le diagnostic, on en est où, quel est le chemin qui est à parcourir, quels sont les moyens que j'ai à ma disposition, et comment je vais accompagner pour donner à la fois de la visibilité à ma direction, et je vais pouvoir accompagner mes utilisateurs et donner de la visibilité à ma tutelle. Bien, alors peut-être plus particulièrement sur la vision SIBC, à quoi faut-il s'attendre en fonction justement de ce diagnostic initial et de la mesure du chemin à parcourir? C'est une simple évolution? C'est un changement radical d'outil? Alors en fait, les deux situations peuvent voir le jour au sein d'un établissement. Pour un établissement qui a déjà, ou qui a anticipé, ou qui a eu l'opportunité d'avoir déjà une démarche au niveau de son système d'information, le GBCP va être la prise en compte au travers de l'évolution des processus, avec, on va dire, plus une mise en conformité de son système d'information par rapport aux besoins. Alors ça va se traduire comment? Ça va se traduire par le fait que il va y avoir un besoin d'ajout, soit de fonctionnalités, soit d'étapes, soit de besoins particuliers
pour mettre à niveau l'ensemble des processus et que ces processus soient en phase avec les besoins, avec les exigences du GBCP. Donc, en termes de plan d'action et de méthodologie, on est au travers d'une mission de cadrage qui va permettre effectivement d'identifier, de prendre une photo de la situation de l'établissement, d'identifier les actions qui sont à réaliser, d'établir un plan d'action, et ce plan d'action doit être validé et partagé par l'ensemble des intervenants, et derrière on a une mise en place, une mise en œuvre de ces actions avec un accompagnement et un pilotage pour que, à l'horizon du 1er janvier 2016, ces nouvelles fonctionnalités soient tout à fait opérantes dans le système d'information de l'établissement. La deuxième alternative, qui peut être beaucoup plus engageante et beaucoup plus bouleversante, à la fois en termes de système d'information, et il ne faut pas le sous-estimer en termes d'organisation, en termes de formation et d'accompagnement, ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est de se reposer la question de la pertinence, de la compatibilité du système d'information actuel avec les besoins du GBCP. Et dans ce cadre-là, je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin que le seul besoin GBCP et vraiment se reposer la question. C'est une question plus de stratégie de système d'information. De quel système d'information j'ai besoin dans le cadre de mon établissement public pour assurer des fonctions de pilotage, de reporting et d'amélioration de la qualité de mon information et de mon efficacité en règle générale. Donc là, on est réellement plus dans une optique de projet, de mise en œuvre d'un nouveau système d'information. Et là, il faut vraiment se reposer un ensemble de questions, à la fois qui doivent partir des besoins métiers. On est là pour... Le système n'est qu'un outil, il est au service des utilisateurs, il est au service de la direction, des directions fonctionnelles et de la direction générale pour apporter des réponses aux besoins. Et donc, en termes de méthodologie, on va davantage être sur la construction d'un nouveau système, d'une nouvelle solution, répondant aux besoins tels qu'ils ont été exprimés. Cette construction, il faudra aussi avoir en tête qu'elle sera beaucoup plus mobilisatrice sur les ressources internes, beaucoup plus exigeante et beaucoup plus mobilisatrice sur les ressources internes, et que c'est vraiment une démarche de remise en cause à la fois de l'organisation, à la fois des processus, peut-être même de la manière dont les gens sont formés. Les gens ne feront pas forcément les mêmes choses, il faut les préparer, il faut les informer, les assister, les accompagner. Et ça, c'est vraiment un projet important dont il ne faut pas négliger les aspects humains dans son déroulement. Alors, on l'a compris, Philippe, il y a donc plusieurs modèles de changement que l'on pourrait envisager. Au-delà de cette transformation du système d'information, il y a peut-être un point sur lequel on pourrait revenir et insister un tout petit peu, qui est que on va produire une information plus riche, on va avoir des interlocuteurs qui seront sans doute plus attentifs, et du coup, les besoins de restitution, les besoins d'analyse vont être augmentés, et il faut en tenir compte dans cette évolution du système d'information. Tout à fait. Alors, je pense qu'il y a un point important qu'il faut avoir en tête, c'est que on a bien compris au travers de ce décret que le système d'information va être beaucoup plus riche, on va disposer de davantage d'informations. Il faut être capable d'être pertinent dans la prise en compte de ces informations, et on voit que ce qui pouvait être, il y a encore quelques années, un reporting ou des analyses qui étaient circonscrites dans le domaine financier, tendent à concerner d'autres secteurs d'activité que l'aspect purement finance. Et au sein de la finance, on voit que le besoin d'information, le besoin de suivi a un degré de granularité qui est beaucoup plus précis. Donc ce sont des choses qui sont importantes parce que on passe d'un interlocuteur qui était finalement le directeur financier à plusieurs interlocuteurs qui peut être le DRH, qui peut être un ensemble de personnes.
Et ça veut dire que dans l'organisation, que ce soit au niveau de la préparation, hein, c'est vrai aussi dans la préparation budgétaire, mais on va parler plus précisément du reporting, il y a besoin de coordonner, de synchroniser l'ensemble de ces intervenants et l'ensemble des données qui sont issues de systèmes d'information. Alors, l'ensemble de ces données, elles vont être, on va dire, on peut schématiser deux grandes typologies. On va avoir des restitutions qui vont être, qu'on va qualifier de restitutions structurées, parce qu'aujourd'hui, elles sont, spécifiquement financières, elles ont un cadre normé extrêmement défini, extrêmement connu. La périodicité en est bien définie, et je pense que de ce point de vue-là, on n'a pas de variation ou d'évolution, je dirais à court terme, à en attendre, ou peut-être de façon tout à fait marginale. Et ça, on peut l'organiser de manière relativement, j'allais dire rigide, relativement structurée, et on n'a pas de mauvaises surprises, on n'a pas à remettre en cause la situation existante. D'un autre côté, on va avoir un certain nombre de reporting, de restitutions à réaliser vis-à-vis des tutelles. Et là, par rapport à ces restitutions, on va dire que on va avoir deux grandes typologies de restitutions. D'un côté, des restitutions normalisées, qui répondent à des cadres assez formels, que sont le SIOP et le PAP-RAP, et où là, on a quand même un cadre qui est établi par rapport à la tutelle. Et là, ce qui est important, c'est que la manière dont on va construire ce système de reporting, il y a une cohérence entre le système interne de l'établissement, ce que l'on va construire, et ce que l'on va reporter aux tutelles. Il faut que le travail que l'on réalise, il ait vocation à être utilisé par la tutelle pour ses propres analyses et son propre suivi, son propre pilotage, et que la transparence, le degré de transparence, il soit maîtrisé par l'établissement vis-à-vis de sa tutelle. Et donc d'avoir des systèmes d'information, de reporting cohérents, va faciliter les choses. Mais il ne faut pas sous-estimer le point correspondant à une restitution à la demande, qui est le fait que la tutelle peut demander, et il y a des établissements pour lesquels la tutelle s'oblige à faire des demandes mensuelles d'indicateurs, de contrôle, d'analyse, et il faut aussi avoir capacité, de manière périodique, à ce que le système d'information puisse permettre de reporter, d'extraire ces données, de les contrôler, de les valider avant de les transférer à la tutelle. Donc, cet élément pour pointer du doigt le fait que on va avoir un système beaucoup plus riche, on va avoir plus d'intervenants, on a des outils différents, on a des besoins différents, mais il faut qu'en termes de méthodologie, il y ait une maîtrise par l'établissement public de l'ensemble de son information, qu'elle soit financière ou qu'elle soit d'autres ordres. On parlait tout à l'heure des effectifs, on peut parler d'applications métiers sur des établissements qui ont des clients, hein, et on a besoin de statistiques. Il faut qu'il y ait une maîtrise en interne et que ces éléments en interne soient les outils de pilotage et qu'ils soient aussi les outils de restitution vis-à-vis des tutelles. Je pense que c'est quelque chose d'important. Bien, merci beaucoup Philippe. Alors, on le voit, hein, ce passage à GBCP, on va engendrer beaucoup de changements. On est sur un contexte réglementaire qui évolue. On a des systèmes d'information, des procédures, des besoins métiers qui vont évoluer ou qui sont déjà en train d'évoluer. Alors, évidemment, on n'a pas la prétention, dans un temps aussi court, d'avoir pu couvrir tous les enjeux liés à cette réforme, mais enfin, on espère que déjà, ça vous permet d'avoir une visibilité d'ensemble sur les différents enjeux, points clés, chantiers à développer d'ici 2016.